Corriger commenté de l'exercice 2 du TD, modélisation d'une colonne vertébrale humaine. Donc là, on s'intéresse finalement à la colonne vertébrale humaine qui est susceptible d'avoir un mouvement de rotation autour de l'articulation S, appelée le sacrum, et donc qui joue le rôle de pivot. Donc ici, il convient de bien repérer dans cet énoncé le pivot, qui est l'articulation, et l'axe de rotation, donc qui passe par le pivot et qui vient vers nous. Sur cette colonne vertébrale peut s'exercer plusieurs forces. Le poids propre du dos, de la colonne vertébrale. Donc ici, on précise que c'est 65% de la masse totale, donc il faut bien faire attention que la masse ici de notre système, c'est pas la masse totale du corps humain, mais la masse du torse, de la tête et des bras. On a une force de nature musculaire qui s'exerce avec une légère inclinaison, donc la force petit f, et une réaction R au niveau de l'articulation, donc qui elle aussi a une direction quelconque, et on décompose cette force avec sa composante parallèle, donc le long de la colonne vertébrale, et la composante perpendiculaire ici. Donc on nous demande d'exprimer puis de calculer la norme F de la force musculaire appliquée dans une position d'équilibre. Donc le système solide étudié, c'est la colonne vertébrale qui est modélisée par une barre rigide et homogène ST. On a repéré le pivot et l'axe de rotation. Donc dans ce cadre, dans le cadre de l'équilibre de ce système solide, on peut écrire que la somme des forces exercées sur le système solide est égale à 0, et également que la somme des moments des forces par rapport à l'axe fixe delta est égale à 0. Donc ici, il y a juste un seul axe de rotation, c'est l'axe qui passe par le sacrum. Donc si on applique la somme des forces exercées par l'extérieur sur le système égale à 0, donc ici on ne se pose pas de questions, on met directement les forces vectorielles, on voit qu'ici, on va pouvoir avoir deux équations puisqu'on va pouvoir projeter selon UY et UZ. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc on voit qu'on a un système de deux équations, mais à trois inconnus, puisqu'on a la composante parallèle de la réaction articulaire, perpendiculaire de la réaction articulaire, et petit f qui est inconnu. Donc on voit bien qu'on a besoin d'une troisième équation, et la troisième équation, ça va être la somme des moments qui vaut 0, qui traduit l'absence de rotation globale du système autour de l'axe de rotation passant par le sacrum. Donc ici, on voit que la réaction articulaire, elle s'applique au niveau du pivot, donc elle va donner un moment nul pour cette force par rapport à l'axe de rotation delta. Pour le calcul des autres moments, pour y voir clair, je vous conseille de recopier le schéma en ne faisant figurer que la force qui vous intéresse. Donc ici, j'ai déterminé la force musculaire. Donc pareil, il convient de tracer la droite d'action de la force, de partir du pivot et de le projeter orthogonalement. Donc c'est ce que je fais ici, on obtient le point K. Et donc on obtient le bras de levier qui vaut SK. Donc j'applique la définition, le moment de la force par rapport à l'axe delta de rotation, ça va être bras de levier fois norme de la force. Alors ce moment va être positif puisqu'on voit que finalement cette force musculaire, elle met en rotation le point A autour de l'axe de rotation dans le sens positif qui a été choisi à l'avance. Comme les données nous donnent la distance SA et qu'on vient de faire un petit peu de trigonométrie, si on voit qu'on met en jeu un hypoténuse et le côté opposé d'un triangle rectangle, donc en utilisant le sinus, on va pouvoir exprimer SK. Donc voilà, on a terminé, on a déterminé le moment de la force musculaire par rapport à l'axe de rotation delta, et on peut vérifier la cohérence surtout de ce résultat, parce qu'en effet, si θ est nul, on voit que la force F, elle ne met pas en rotation le point A autour de l'axe de rotation, et donc c'est bien cohérent puisqu'on trouverait un moment nul si l'angle θ valait 0. Donc il ne manque plus que déterminer le moment du poids. Donc ici, on prolonge la droite d'action de la force et on projette le pivot sur cette droite d'action. Donc ici, quand on le projette orthogonalement, on tombe directement sur le point d'application G. Donc par définition, le moment du poids par rapport à l'axe de rotation, ça va être moins bras de levier fois norme de la force. Alors ici, j'ai mis un moins puisqu'on voit que le poids tend à faire tourner le point G autour de l'axe de rotation, mais dans le sens opposé au sens positif de rotation qui a été fixé à l'avance. Donc si on reprend la somme des moments des forces par rapport à l'axe de rotation qui est nulle, on obtient une expression où la réaction articulaire au niveau du sacrum n'apparaît pas puisque son moment est nul, et on trouve l'expression de petit f. Donc on peut faire l'application numérique, il faut faire juste attention ici que ce n'est pas la masse totale du corps humain qui est à considérer, mais 65% de celle-ci.
Pour finir l'exercice, il suffit de reprendre les deux équations associées au bilan des forces, qui avaient été projetées selon les deux directions. Donc on trouve une composante parallèle qui est bien plus grande que la composante perpendiculaire, qui est complètement négligeable. Et d'ailleurs, ça se voit dans le calcul de la norme du vecteur. À un chiffre après la virgule près, on trouve dans la norme du vecteur quasiment exactement la même chose que pour la composante parallèle de ce vecteur. Donc ce qui peut être intéressant, encore une fois, c'est de calculer le rapport à réaction articulaire sur poids propre supporté par la colonne vertébrale. On trouve un rapport de 4, donc on observe encore cet effet d'amplification de la contrainte qui est appliquée, poids propre de la colonne vertébrale, à la réaction articulaire exercée au niveau du sacrum. Ce qui montre une fois de plus à quel point les articulations sont sollicitées.